La confiance, c'est un peu le ciment invisible de notre société. On fait confiance aux ponts qu'on traverse, aux immeubles où l'on vit, où l'on travaille. Mais que se passe-t-il quand ce ciment se fissure, littéralement? C'est une question qui fait froid dans le dos. Et pourtant, pour des milliers de familles françaises dans les années 70, ce n'était pas une simple hypothèse, c'était une réalité. Une réalité absolument dévastatrice qui a poussé la France à imaginer un système de protection totalement unique au monde. Mais alors, avant de voir la solution, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Remontons un peu le temps. On va voir comment les toutes premières fissures sont apparues bien avant que les murs ne menacent de s'effondrer. Alors, tout commence bien avant les années 70 en fait. Le principe même d'une garantie de 10 ans, il est inscrit noir sur blanc dans le Code Napoléon dès 1804. Une base qui, sur le papier, a l'air solide. Sauf que voilà, l'invention du béton armé en 1867, ça change complètement la donne. Ça introduit des risques nouveaux, des risques cachés qui peuvent mettre des années à apparaître. Et puis par-dessus ça, on ajoute le boom de la construction de l'après-guerre. On construit 300 000 logements par an. La priorité, c'est la quantité, pas toujours la qualité. Le mélange de tous ces facteurs, eh bien, ça a créé une véritable bombe à retardement. Et dans les années 70, elle a explosé. Ces noms, Marne-la-Vallée, les Olympiades, ce ne sont pas juste des faits divers. Ce sont de véritables tragédies humaines. Il faut s'imaginer. À Marne-la-Vallée, 800 familles voient le projet de toute une vie se transformer en cauchemar. À Paris, plus de 1200 appartements touchés. Mais le vrai problème, le nœud du problème, c'était que même si la responsabilité du constructeur existait dans la loi, en pratique, beaucoup d'entreprises mettaient la clé sous la porte. Et les propriétaires, eux, se retrouvaient complètement coincés, avec une maison inhabitable et absolument aucune ressource pour payer des réparations hors de prix. 45 millions de francs. C'était le coût estimé des réparations rien que pour les tours de Marne-la-Vallée. Un chiffre juste astronomique qui montre bien l'ampleur du désastre financier. Le système en place était, il était cassé. La confiance était rompue, il fallait une solution et une solution radicale. Face à cette crise, la France n'a pas fait les choses à moitié. Elle n'a pas juste mis un pansement, non, elle a repensé tout le système de A à Z. Et de là est née une loi qui allait absolument tout changer, la loi Spinetta. Adoptée en 1978, la loi Spinetta, ce n'est pas juste un texte de loi de plus. Non, c'est une vraie révolution dans la manière de penser. L'objectif, ce n'est plus seulement de trouver le coupable. L'objectif numéro 1, c'est de s'assurer que la victime soit indemnisée. Et surtout, qu'elle le soit vite. Et pour ça, la loi met en place un système hyper ingénieux qu'on appelle le double verrouillage. Le premier verrou, c'est l'assurance de responsabilité décennale. Simple, elle est obligatoire pour tous les professionnels du bâtiment. C'est la base. Mais le vrai coup de génie, la clé de tout, c'est le second verrou, l'assurance dommage-ouvrage. Et celle-là, c'est le propriétaire lui-même qui doit la souscrire avant les travaux. Pourquoi? Parce qu'elle agit comme un turbo pour l'indemnisation. Son principe est simple, elle paie d'abord les réparations, et seulement après, les assureurs cherchent qui doit payer au final. Donc, pour le propriétaire, le processus devient incroyablement plus simple. Un gros problème apparaît, on le déclare à son assurance dommage-ouvrage. L'assurance sort l'argent et préfinance les travaux. Et voilà. Fini les années et des années de procédures judiciaires. Pendant que la maison est réparée, dans les coulisses, les assurances des différents artisans s'arrangent entre elles. La victime n'est plus au milieu du champ de bataille. Bon, 10 ans de protection, c'est bien, c'est long. Mais alors, qu'est-ce que cette garantie couvre très exactement? La loi est assez précise là-dessus, justement pour éviter les abus. Le point essentiel à comprendre, c'est que cette garantie, elle ne marche que pour les problèmes vraiment graves. On les classe en deux catégories. La première, c'est tout ce qui touche à la solidité du bâtiment. Des grosses fissures dans les fondations, par exemple. La seconde, c'est ce qui rend le bâtiment impropre à sa destination. En clair, ça veut dire quoi? Une fuite de toit énorme et récurrente qui rend une chambre inutilisable, ça en fait partie. On ne parle pas de la petite fissure sur la peinture ou d'un défaut esthétique, on parle de choses sérieuses. Et l'impact de cette loi, il a été spectaculaire, vraiment. Avant 1978, moins de 40% des victimes de gros pépins de construction étaient indemnisées. C'était une sorte de loterie. Après la loi, ce taux a bondi à plus de 85%. Le système a complètement, radicalement changé la donne pour protéger les propriétaires. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'une loi pensée dans les années 70 peut encore faire face aux défis d'aujourd'hui? C'est le grand enjeu. Voyons un peu comment ce système doit s'adapter. Cette citation, elle résume parfaitement le problème actuel. Chaque nouvelle technologie, chaque nouveau matériau écolo, ça amène son lot d'incertitudes. Comment on assure quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore à 100%? C'est toute la question. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour des techniques bien connues, comme la maçonnerie classique, le taux de sinistre, c'est-à-dire la fréquence des problèmes, est maîtrisé. On est autour de 45-50%. Mais dès qu'on passe aux technologies vertes innovantes, les pompes à chaleur, l'isolation par l'extérieur, là, les taux explosent. On atteint des sommets entre 80 et 95%. L'intention est bonne, bien sûr, mais le risque technique, lui, est énorme. Et ça met une pression folle sur tout le système d'assurance.
L'autre énorme défi, c'est la fraude. Les estimations sont assez dingues. Près de 28% du marché serait touché par la fraude documentaire. On parle de fausses attestations d'assurance, d'entreprises fantômes qui disparaissent du jour au lendemain. C'est une vraie gangrène qui fragilise l'équilibre économique du système et qui crée une concurrence déloyale pour les artisans honnêtes. Et enfin, il y a la révolution numérique qui soulève tout un tas de questions ultra complexes. Avec la maquette numérique du bâtiment, le BIM, qui est responsable si une erreur se glisse dans le modèle partagé? Si un bâtiment est conçu par une intelligence artificielle, qui porte le chapeau en cas de défaut? Et encore plus fou, si un hacker prend le contrôle d'un bâtiment connecté, est-ce un problème de cybersécurité ou un défaut de construction? Le droit doit sans cesse courir pour rattraper la technologie. Le système français, né d'une crise profonde, a vraiment prouvé son efficacité pendant plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, face à l'innovation verte et à la révolution numérique, il est à un nouveau carrefour. La question, ce n'est plus seulement de savoir comment on répare les murs, c'est de savoir comment on garantit la performance, la sécurité numérique et l'efficacité de bâtiments de plus en plus complexes. C'est une réflexion qui ne fait que commencer.